Et rebonjour et bonsoir plutôt d'ailleurs. Le soir tombe. Et nous sommes toujours mardi 4 avril 2023. Et je continue ma petite réflexion à partir de l'écoute de cet audio, de cette émission qui passe sur France Culture, que je recommande à tout le monde chaleureusement pour ceux qui s'intéressent à la philosophie. France Culture, je le conseille vivement, globalement. Toutes les émissions sont à peu près formidables, quoi. Et là, cette émission, c'est avec philosophie qui passe dans la journée à partir de 10h, je pense, de 10h à 11h. Et l'animatrice, la présentatrice, amène toujours des thèmes en lien, j'ai le sentiment, au moins peut-être je me trompe, mais en lien avec l'actualité. Par exemple là, c'était une série qu'elle consacrait à la propriété. Et donc, on écoutait l'épisode 4. J'ai fait déjà plusieurs vidéos là-dessus. On va continuer. Il reste quelques... une vingtaine de minutes, je pense. Alors, c'est les socialismes utopiques du premier 19e siècle. Alors, c'est une réflexion sur ce qui se passait au niveau industriel et philosophique à l'époque, au 19e siècle. Alors, au 19e siècle, la vision du progrès était pour une grande part extrêmement positive. De nombreux philosophes voyaient dans le progrès, bon, bien sûr, il y a toujours les deux courants. Un courant qui pense que que le progrès est positif, un autre courant qui pense que c'est l'inverse. Bon, voilà, ça a toujours été un petit peu, et c'est le moteur de l'humanité, hein. La confrontation entre ultra-progressistes et ultra-réactionnaires, ou progressistes et réactionnaires, fait que ça donne d'abord, ça maîtrise l'évolution, la rapidité d'évolution que les progressistes, que les hyper progressistes, on va dire, aimeraient influer, aimeraient injecter dans la société. Et ça irait trop vite. Par exemple, ben voilà, à cette époque-là, il y avait Fourier qui était une sorte de penseur qui avait des idées extraordinaires. C'était un génie de la pensée, de la créativité. Et donc, il avait imaginé les phalanstères en théorie. Et les phalanstères, donc, c'était des habitations. Alors, on va regarder d'ailleurs, pour être plus précis, le phalanstère. C'était des phalanstères dans le système de Fourier, communauté, association de travailleurs. Alors, contraction de phalange et de monastère, le phalanstère désigne une petite cité dont les bâtiments sont pensés pour favoriser la vie en communauté d'associés qui mettent leurs compétences au service de tous et partagent leurs ressources. Donc déjà, il était dans une vision symbiotique de l'évolution de l'humanité. Déjà, il y avait la prise de conscience de l'humanité. C'était un peu nouveau qu'on pense l'humanité dans sa globalité. On était plus proche de penser nationalisme, au fond, hein. Même la Révolution française,
qui avait une vision de l'humanité dans son ensemble, avait quand même une forte connotation nationaliste. Là, il y avait une vision quand même universelle, à mon sens. Et donc, Fourier imagine ces bâtiments, donc ces sortes de maisons, d'immeubles idéaux, et il voudrait effectivement le répandre. Les progressistes aimeraient que ça soit répandu, que ça soit vraiment démocratisé. Et le système réactionnaire pense que c'est pas possible, que si voilà, que c'est pas bon pour le business, que dans la compétition européenne qui était en train de se dérouler, ça allait limiter la compétition avec si les Anglais ne faisaient pas la même chose, si les Allemands ne faisaient pas la même chose, etc. Dans un système qui commençait à s'universaliser, eh ben, ils auraient été défavorisés. Alors, donc voilà, il y a la lutte entre les deux et à un moment, ça fait progresser, mais ça retient un peu l'exaltation de la progression. Voilà, alors, donc, et par contre, eh bien, les phalanstères, quelques patrons qui connaissent donc la philosophie de Fourier, de Proudhon, etc., ont eu l'intention de le réaliser, de le sortir de la théorie pour le mettre en pratique. Et c'est ce que fait, par exemple, Gaudin, le fabricant de poêles, et qui a donc réalisé ce phalanstère à Guise. Voilà. Et donc, on continue notre écoute et on commente éventuellement. Propriété, il est terriblement agacé par les propriétés de rente, parce que c'est quand même à ça que ça revenait, hein, cette grande propriété foncière. Il pense que l'avenir, le progrès de la société, ça va pas du tout se jouer là. Ça va se jouer, alors peut-être dans des progrès techniques qui concerneront l'agriculture, mais enfin c'est d'abord le progrès industriel, avec d'éventuelles conséquences ensuite sur l'agriculture. Mais pour les exploitations de nature industrielle, il est pour la propriété à l'échelle de quoi? D'un individu. C'est pas du tout un communiste, quoi. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui pense qu'il faut mettre par terre le principe même de la propriété privée. Si. Il me semble qu'elle parle de Saint-Simon. Je pense que Saint-Simon n'était pas pour parce que Proudhon avait écrit La propriété, c'est le vol. Et en fait, il y avait aussi déjà, en parlant encore de ces idées qui étaient extrêmement futuristes, mais c'est les qualités des hyper-créateurs. Les hyper-créateurs ont une vision qui va aller très loin dans le futur et qui se réalise plus tard. Voilà, quand Marcel Duchamp expose dans les années 10 ou 20, je ne sais plus combien, un urinoir, en l'appelant Fontaine, et créant ainsi le Ready-Made, eh ben, il va trouver sa logique, en fait, son vrai moment, peut-être dans les années 50, 60. Il a fallu du temps pour que la société assimile cette découverte. Voilà. Et c'est bien souvent comme ça. Les créatifs, ils sont en avance sur leur temps. C'est logique, c'est comme ça. Voilà. Pas du tout. Je dirais que la ligne communiste, ce serait plutôt
Gracchus, Babeuf, peut-être Cabet. Oui, Cabet, dont on n'a pas parlé, mais- aussi des petites communautés. Alors ça, il faudrait Chez les Saint-Simon, connaître, au Cabet, contraire, la Babeuf, propriété est sacrée. au 19e. Donc, il faut distinguer, fin justement, 18e. il historicise, c'est ça son apport, à mon avis, majeur, un peu dans la filiation de Condorcet, il historicise la question de la propriété en disant, il y a eu une première forme de propriété qui était l'esclavage, la propriété sur les hommes. À partir du Haut Moyen-Âge, disons la Révolution grégorienne, les communes, il y a une deuxième forme de propriété qui apparaît, qui est celle sur les terres. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est très très bien vu. Oui, je pense que c'est Saint-Simon dont il parle. Donc, il historicise l'idée de propriété. C'est ce que j'en ai un peu parlé dans des vidéos précédentes, justement. Voilà, c'est le fait que l'homme était la propriété de quelqu'un, et ça choquait pas chez les Romains, en Égypte ou ailleurs. Voilà, dans une grande partie du monde, et peut-être même pendant toute une période de l'évolution de l'humanité, des progrès de l'humanité, l'homme était donc appartenait à un fief. Ici, en France, eh ben, les serfs appartenaient à un château, à un propriétaire terrien, bref. Donc, voilà, la progression de l'humanité, c'est monstrueux, mais voilà, on passe par des étapes comme ça. Et on arrive à la propriété terrienne après. L'esclavage est voilà, aboli à un certain moment. Là, on est dans un système de propriété terrienne. On commence à parler de propriété universelle, de patrimoine universel, et on va vers vraiment le patrimoine universel général, total. L'humanité, c'est selon moi la finalité de notre évolution, une des finalités peut-être, mais en tout cas, l'humanité va vers cet état de patrimoine universel. Et celle qu'il faut aujourd'hui privilégier, c'est la propriété industrielle. Par industriel, il entend tout le monde de la production. Oui, y compris l'artisanat et les artistes. Et tous les travailleurs. Donc, tout le monde produit, y compris les banquiers. oui. Y compris les banquiers, c'est fondamental pour les Saint-Simoniens. Oui, c'est très intéressant, tous ceux ça. Qui, produisent par leur travail. Et donc, ce qu'il faut, c'est organiser l'ensemble de la société industrielle et pacifique et scientifique à partir de l'utilité des travaux collectifs. Et donc, on peut changer le droit de la propriété, mais il ne faut pas toucher au principe. Donc, il oppose, si vous voulez, une morale du droit de la propriété comme intangible, et d'autant plus intangible qu'il veut mettre à jour le fait société. D'ailleurs, Durkheim va faire de Saint-Simon le père de la sociologie, même si le terme est d'Auguste Comte, et du socialisme, d'ailleurs, des deux, parce que tous ces socialistes, entre guillemets, dits utopiques, veulent faire émerger un nouvel acteur, qui est l'acteur collectif, qui s'appelle la société, qui s'appellera l'association, qui s'appelle la communauté, qui s'appelle l'humanité. Chez Pierre Leroux, chez Auguste Comte, le grand être, c'est l'humanité. Contre Voilà. à la fois l'individualisme, la concurrence, l'égoïsme. Et le terme socialiste va d'abord s'opposer à individualisme, égoïsme, concurrence, d'où la critique générale de la propriété. Voilà, là on voit à quel point le 19e siècle a été vraiment progressiste, novateur. Il amène l'idée d'égalité. Bon, il fait suite à la Révolution française. C'est pour ça que la Révolution française a été un moteur énorme en apportant ces trois valeurs, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Donc on sent que c'est pris au bras le corps l'idée d'égalité. Qui est associée à l'individu. Et une deuxième critique qui est très forte, particulièrement chez Godwin que j'évoquais, c'est la critique de l'étatisme. Donc ils veulent faire émerger un tiers terme, si je puis dire, entre l'égoïsme de l'individualisme et l'étatisme absolutiste. C'est peut-être ce qui fait que Saint-Simon est tellement inclassable, parce qu'il est anti-étatiste, en tout cas au début, même si ensuite il aura des disciples qui essaieront de mettre le saint-simonisme à la tête de l'État. Donc et en même temps, il paraît libéral à cet égard, certes, mais en même temps, il y a une dimension socialiste, puisque quand même, c'est une réforme de la propriété très volontariste. Oui, alors
Il est industrialiste. Oui, c'est ça, lui, surtout. Lui se dit industrialiste. Oui, oui. Terme ambigu d'ailleurs, comme dira François Pérou, parce que dans l'industrialisme, on peut aussi bien avoir un industrialisme libéral qu'un industrialisme socialiste. Et chez Saint-Simon lui-même, on pourrait distinguer deux phases à partir de 1815, si vous voulez. Une phase où il est industrialiste libéral, et quand la restauration se fait plus dure, si je puis dire, avec les ultra-royalistes à partir de 1820 notamment, il est plutôt industrialiste, socialiste. C'est là où, voilà, les grands penseurs, à mon sens, sont des esprits critiques libres et critiques du système. Voilà, et je ne pensais pas que c'était aussi tôt, Saint-Simon, mais dans les années 1810-15, à l'époque de Charles X, il y a des retours à l'ordre vraiment radicaux quand même. Et donc, il a l'esprit critique du système. Et donc, si ça devient trop libéral et que le libéralisme est abusant, eh bien, il va forcer le trait sur le socialisme, sur l'idée justement de la collectivité, du partage, de la fraternité, etc. Et c'est, à mon sens, ce qui est normal pour un philosophe, pour un penseur. Un penseur actuel ne peut pas être un penseur un philosophe actuel qui serait vraiment attaché à ce néolibéralisme tel qu'il se déroule, sans avoir d'esprit critique, serait, à mon sens, hors champ de la philosophie. Pour moi. Hein. Ce qui va amener, même s'il n'emploie pas le terme, il veut développer la propriété collective de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Donc le peuple. C'est là que se fait l'inflexion. Ce sont ces derniers textes c'est ça qui est, des années 23-25. C'est hyper humaniste. Risque libéral, au sens, disons, classique du mot libéral. Alors évidemment, il y a un point qui est un peu troublant peut-être pour nous aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'est cette confiance qu'il fait aux industriels, comme des gens très créatifs, dont les fruits vont produire des bonnes choses, des bienfaits pour la société, pour le progrès, pour l'avenir. Alors, il y avait quelqu'un à l'époque, c'était Stendhal, qui moquait cette confiance dans les industriels. On écoute cet extrait d'un texte de Stendhal qui s'intitule... Alors, bien sûr, je pense qu'il avait raison sous cet angle-là. Et en même temps, Stendhal avait raison de le critiquer. Mais évidemment qu'il y avait une énergie au XIXe siècle. C'est la bourgeoisie qui prend un petit peu le pouvoir, qui est justement la bourgeoisie industrielle. Et il y a une créativité chez eux qui est débordante, même si elle n'est pas pour la plupart, elle n'est pas sociale. Elle n'est pas généreuse avec les ouvriers. Elle s'en fiche de faire travailler des enfants à 5 ans, les hommes 15 heures par jour, etc. Donc il y a un côté comme ça. Mais en même temps, il y a une véritable créativité dans cette chose-là. Alors, c'est hyper condamnable parce que c'était un esclavage, c'était un abus vraiment c'était de l'égoïsme pur, quoi, en fait. C'était du narcissisme total, hein, faut le dire. Ils étaient tournés vers eux et, pour la plupart, ces patronats. Et c'était simplement eux avaient un peu d'importance. Le reste, c'était de l'instrumentalisation des êtres humains comme des machines. Titulé en 1825 d'un nouveau complot contre les industriels. Et Stendhal, Saint-Simon a dit incroyable. La capacité industrielle est celle qui doit se trouver en première ligne. Elle est celle qui doit juger la valeur de toutes les autres capacités et les faire travailler toutes pour son plus grand avantage. Moi aussi, je suis un industriel, car la feuille de papier blanc qui m'a coûté 2 sous, on la revend 100 fois plus après qu'elle a été noircie. Et il a absolument raison, c'est là où il étend complètement la créativité. Il n'y a pas que l'industriel. L'industriel, c'est vrai qu'il a porté des choses hallucinantes à l'époque. Voilà, sur tout ce 19e siècle, il y avait des progrès qui étaient réalisés. Mais
Et c'était peut-être pas d'ailleurs les industriels, ils avaient juste l'aptitude à le mettre en œuvre. C'était les créatifs, justement, les ingénieurs, les penseurs, ceux qui imaginaient des choses un petit peu comme d'ailleurs la Tour Eiffel, par exemple. Elle a été, je pense que, qui c'est qui l'a pensé? Je ne sais pas si c'est Eiffel qui l'a pensé réellement. C'était son groupe d'ingénieurs, de dessinateurs, etc., qui l'ont imaginé, à mon sens. Et donc, d'ailleurs, c'est très injuste qu'elle s'appelle, ça serait injuste qu'elle s'appelle Eiffel, la tour Eiffel. C'est la tour d'Eiffel et de 50 000 personnes qui y ont travaillé, entre ceux qui ont forgé la ferraille, ceux qui ont fait les boulons, ceux qui ont, etc., extrait le minerai des mines. Voilà, on peut aller loin pour voir que l'œuvre, elle est totalement collective. Et d'ailleurs, quand je faisais de l'art, j'avais travaillé, je voulais travailler sur cette idée-là, que l'œuvre est collective. Un peu ce que d'ailleurs Duchamp avait fait avec cet urinoir. Pour moi, c'était symboliquement, je ne sais pas s'il y a pensé, mais en tout cas, il y avait Jacob de Lafont qui avait fait les dessins et tout. En fait, il mettait en évidence le travail collectif. Hermut, c'était le vendeur où il avait acheté cet urinoir, etc. Donc, voilà, au fond, il ne s'approprie pas simplement parce qu'il aurait pu le signer de son nom, etc. Et puis donner 4 coups sur le truc pour transformer l'objet pour que ça soit vraiment de sa main. Non, il laisse l'objet, pour lui, il est extrêmement beau, il est design, c'est une sculpture, quoi. Hein. Et donc, il laisse à chaque intervenant sa patte. Nommer cette pauvre petite industrie, n'est-ce pas dire que je ne suis ni riche ni noble? Je ne m'en trouve que mieux placé pour apercevoir le ridicule des deux camps opposés, l'industrialisme et le privilège. Je veux croire que 1000 industriels qui, sans manquer à la probité, gagnent 100 000 écus chacun, augmentent la force de la France. Mais ces messieurs ont fait le bien public à la suite de leurs biens particuliers. Ce sont de braves et honnêtes gens que j'honore et verrai avec plaisir nommés maires ou députés, car la crainte des banqueroutes leur a fait acquérir des habitudes de méfiance, et de plus, ils savent compter. Je cherche en vain l'admirable dans leur conduite. Pourquoi les admirerais-je plus que le médecin, que l'avocat, que l'architecte? Pendant que Bolivar affranchissait l'Amérique, pendant que le capitaine Paris s'approchait du pôle, mon voisin a gagné 10 millions à fabriquer du calicot. Alors, bien sûr qu'on peut le voir un peu comme ça, et c'est tout le travail des artistes, en somme. Hein. Il y a un peu de jalousie, un peu d'esprit critique, ça fonctionne, c'est tout à fait normal, c'est une sorte d'émulation qui est là, qui est dans les choses. Mais Saint-Simon, à mon sens, était bon public, était, on va dire, ouvert, et était plutôt contre le fait de repousser des groupes, etc., d'être dans la radicalité. C'est pourquoi il préconisait pour les plus fragiles la mise en commun des choses pour aider. Donc il voyait un peu tout le monde, il voyait et le patron et l'ouvrier, en somme. Il avait une vision globale. Et c'est clair que on peut critiquer le patronat, dire tout ce qu'on pense de négatif contre lui, mais il faut aussi sortir les choses positives de sa position. C'est pareil pour la religion. On peut critiquer la religion, quand les choses qui sont négatives de la religion, mais il faut aussi tenir compte de l'apport considérable qu'elles ont amené à l'humanité dans la maîtrise progressive du comportement, dans l'idée de fraternité, dans l'idée de pardon, dans l'idée
de ce, comment on va dire, bon, enfin bref, c'est trop vaste tout ce qui a été apporté. Et idem pour le communisme. Le communisme, on peut voir tous les défauts qui l'ont fait chuter d'ailleurs, mais voir aussi tout ce qu'il a apporté à l'humanité et tout ce voilà, la fraternité, l'idée d'égalité, etc., etc. Tant mieux pour lui et pour ses enfants. Mais depuis peu, il fait faire un journal qui me dit tous les samedis qu'il faut que je l'admire comme un bienfaiteur de l'humanité. Ça, c'est pas Je normal. hausse les épaules. Parce que c'est le narcissisme Extrait de Stendhal, du par patronat. Barbier de notre C'est équipe clair. d'Avec Philosophie. Un système normal, juste, ferait que, oui, d'accord, sur ce même papier, sur ce journal, il y a une page qui stimule l'orgueil du patronat, une page qui stimule l'orgueil, les qualités du monde ouvrier, etc., etc. Voilà comment on devrait se comporter voilà, l'évolution doit aller vers ça. Et là, on voit qu'on est dans un moment absolument narcissique parce que y en a eu que dans les 30 ans qui sont passés, il y en avait que pour l'élite, que les télés privées, les télés de l'oligarchie ont voulu nous mettre devant, en fait, et le peuple était complètement oublié. Donc, voilà. Et ça démontre le narcissisme absolu de cette corporation, tout simplement. Pierre, qu'il n'a pas tort, Stendhal. Il y a quand même une confiance chez Saint-Simon dans le fait que les industriels sont la force de progrès de l'humanité à l'époque où il écrit, et que même s'ils cherchent peut-être leur intérêt personnel, privé, ils donneront incroyablement à la science et à l'humanité. Alors, Stendhal, tel qu'il est, ne peut réagir que dans le sens où on l'a entendu dans cet extrait. Il me semble aussi que dans ce texte de Stendhal, on peut repérer ce que je nommerais des ambivalences du saint-simonisme. Oui. Parce qu'il y a, et c'est là où on peut faire l'éloge du saint-simonisme, c'est-à-dire la volonté de rupture avec le monde ancien, une rupture qui était aussi souhaitée par Fourier, Fourier se moque d'ailleurs tant de Saint-Simon que d'Owen, en considérant que ce que les deux écrivent n'a aucun sens. C'est pas encore assez nouveau. Voilà. Mais en même temps, cette volonté de Saint-Simon de créer un monde nouveau en rupture avec l'ancien, et en même temps une place donnée aux artistes et aux savants, avec la place prééminente que donne Saint-Simon à Newton. Avec raison. Aujourd'hui, nous percevons cette ambivalence parce que nous savons que la science peut évidemment conduire, notamment quand elle est mise en œuvre dans l'industrie, à une mécanisation à outrance, en transformant l'ouvrier j'allais dire, en machine secondaire. Tout à fait, bien sûr. Ceci n'est possible que parce que nous avons un regard rétrospectif. Et il y a aussi, Pierre Musso le rappelait, une ambivalence liée à à la position de Saint-Simon sur la propriété privée. Mm-hmm. Effectivement, comparé à Owen, comparé à Fourier, qui visait une autre forme et peut-être plus égalitaire, oui, dans un monde nouveau, cette importance donnée à la propriété privée, donnée également aux banquiers, même si la réflexion de Saint-Simon, elle est totalement pertinente. Le recours aux banquiers, c'est pour éviter la rente des oisifs. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant, mais qui peut apparaître comme
une ambivalence profonde. Alors, c'est là où les deux forment la complexité, en somme. C'est-à-dire que c'est ça, la complexité, et c'est ça qui est qui est intéressant, c'est que la complexité, c'est majeur dans notre évolution. Voilà, quand je dis le SDF travaille autant pour l'humanité exactement à égalité avec le sociologue qui écrit sur les SDF, et ben le SDF, lui, par son comportement, par le fait d'être posé comme ça à l'angle d'une rue, à la vue de tout le monde, chacun qui passe et qui le voit, est travaillé de l'intérieur par ce qu'il est, soit ça va renforcer son égoïsme, soit ça va renforcer sa révolte, soit etc., soit sa générosité. En tout cas, il travaille l'humanité. Voilà. Et ça, c'est l'idée de la complexité. Et la complexité, c'est ce que dit donc Saint-Simon. Les banquiers, c'est quelque chose d'important. On peut pas. Voilà, ils ont, et on le voit, ils ont leur part du travail. Ils ont fait leur part du travail dans l'humanité. Ils sont aussi importants que l'ouvrier, que le balayeur, mais pas plus. Voilà, c'est tout. La seule chose, c'est que le fait de survaloriser des choses par rapport aux autres, c'est ça le problème. Et ils sont critiquables comme le monde ouvrier est critiquable, comme etc., comme tout, et c'est fondamental. Mais il faut de tous. Il faut des ultra-progressistes comme Fourier, comme Owen, comme etc., qui vont tenter, qui vont essayer de créer des sociétés universelles, nouvelles, qui vont aller s'installer en Amazonie ou ailleurs, je ne sais pas où, bon, pour essayer de créer des sociétés idéales. Il faut qu'il y ait ces tentatives qui échouent, qui ont toutes échoué d'ailleurs, mais c'est aussi important. Voilà, prendre la complexité, c'est accepter tout ce qui arrive comme devant arriver et comme voilà, ça devait être comme ça, c'est tout. Il faut aimer le réel tel qu'il est plutôt que penser que ben on n'a pas besoin des banquiers, les banquiers sont de trop ou quoi que ce soit. Mais même encore aujourd'hui, voilà, ce système, s'il est là, c'est qu'il a sa raison d'être, etc. C'est pas pour ça que il faut pas critiquer, mais à donf, pour dire, ben, par exemple, c'est totalement anormal que ce soit le peuple qui renfloue les banques dans un système qui se dit libéral et qui a même pas la force de laisser tomber les banques et qu'elles puissent faire faillite comme le reste, comme les entreprises qu'elles laissent aller à la faillite parce qu'elles font pas de quartier. Ben, et c'est pas normal que le peuple ait à gérer ce genre de choses, qu'il ait à gérer la crise. Et de toute manière, c'est exactement ce qui s'est fait. Et par exemple, quand Sarkozy, quand il y a eu une crise, est venu à la télévision pour dire il faut pas que ça soit, je veux pas que ça soit le peuple, etc., qui paye pour la crise, etc. Au final, c'était un bon enfumage et au final, c'est le peuple qui a payé la crise et qui la paye à chaque fois. Donc là, il y a quelque chose qui doit être dépassé. En tous les cas, avec notre regard à nous. Pierre Musso, le saint-simonisme n'a pas été à l'abri de trahisons. Alors on peut dire aussi que les trahisons tiennent précisément à ce que vient de dire Anne Cupiec, aux ambivalences de Saint-Simon lui-même. On trahit toujours quelque chose puisqu'il a dit tellement de choses différentes. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est un peu légitime, c'est une création en évolution. On pense évidemment à l'école polytechnique, il y a beaucoup d'études. Je pense que voilà, le créatif, il est en évolution, donc il y a des choses qui rentrent en contradiction. Évidemment, il y a une ligne directive, mais il y a des choses qui sont en contradiction. Moi, toute la partie politique, elle évolue évidemment dans ma façon de penser. Par contre, la ligne directrice, c'est l'humanité est vouée à atteindre son ultime perfection. Ça n'a pas bougé depuis l'origine, et c'est c'est le moteur. Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est
lié au divin, il n'y a pas de variation en réalité. C'est ça qui est solide. Après, politiquement, tout philosophe, tout penseur se trompe à un certain moment. C'est légitime. Hegel s'est gouré en croyant, en mettant tant d'espoir euh, sur, sur Napoléon, etc. Il s'est peut-être trompé sur plein de trucs. Nietzsche s'est trompé sur des choses, etc., etc. C'est légitime dès qu'on s'occupe de, des choses ordinaires, de la vie ordinaire. Voilà, on est soumis aux erreurs. À l'époque, qui ont été des assistants de Saint-Simon, à commencer par Auguste Comte, il y a une vraie filiation saint-simonienne à l'école polytechnique, mais avec cette idée que le saint-simonisme avait beau penser l'industrie en dehors des enjeux étatiques, il y avait un anti-étatisme chez Saint-Simon, eh bien il faudrait, nous disent beaucoup de saint-simoniens, et notamment à l'époque de Napoléon III et du Second Empire, mettre le saint-simonisme au pouvoir, le mettre dans l'État. Alors c'est quoi? C'est une trahison? C'est un prolongement? Avant de vous répondre sur ce point, si Saint-Simon insiste beaucoup sur la société, sa cohérence et le système industriel, et même le mot industriel, c'est qu'il, pour lui, il y a un danger maximum qui est le plus important et il dit avoir vécu pendant la Révolution française, c'est l'anarchie. Parce que si la société se délite, oui. D'une part, elle va réagir ensuite avec l'autoritarisme et l'empire. Eh bien, voilà. Là, par exemple, je partage tout à fait ce point de vue. Et donc, pour moi, les révoltes qu'on voit vivre là, la révolte des Gilets jaunes d'abord, puis la révolte actuelle du mouvement contre la retraite, mais qui est une révolte de fond, bien entendu. Il est essentiel que les gouvernants en tiennent compte, qu'ils mettent pas les choses sous le tapis et qu'ils abusent pas le peuple en disant ben voilà, on a réussi à les neutraliser d'une manière, en étant un peu plus malin, on a réussi à faire taire la contestation. C'est une aberration parce que le pire pour le peuple, c'est le chaos. C'est derrière la Révolution française. Alors peut-être que la Révolution française, le peuple a peut-être moins morflé dans les campagnes et voilà, globalement le peuple a peut-être pas souffert comme la noblesse, comme les hommes politiques, comme tous ceux qui ont été guillotinés, enfermés, etc. Dépouillés. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant cette révolution, mais qui ont souffert. Et peut-être qu'au final, là, elle était moins violente pour le peuple. Mais globalement, c'est le peuple qui sort d'un système de chaos. C'est le peuple qui en paye les conséquences. Donc c'est pas cette anarchie qui est à souhaiter. Et l'anarchie est pas à l'avantage du peuple, bien entendu. Donc ce qui est important, c'est que la révolte parvienne à casser la surdité des dominants pour qu'ils puissent décider de changer. Voilà, mais avant que, pas au dernier moment comme les Ceausescu qui ont entendu les choses, mais qui l'ont pas, voilà, etc. Bon, bref, l'image est exagérée, mais voilà, derrière, qu'est-ce qui s'est passé derrière cette révolution? Qu'est-ce qui s'est passé derrière ces révolutions? Qu'est-ce qui s'est passé derrière les révolutions en Égypte, etc., etc. Comment ça se passe derrière ces choses? Alors, ça fait évoluer les choses. Et des fois, devant la surdité, il n'y a pas d'autre moyen que le renversement. C'est clair. Si un système n'est pas apte à changer quand on le lui dit, quand le peuple le lui demande, évidemment, c'est passé. Mais surtout, ça peut aller plus loin. Il dissout l'objet même qu'il veut promouvoir, à savoir la société comme nouvel acteur majeur
de la modernité. La deuxième idée chez Saint-Simon sur laquelle je veux insister, avant de venir aux Saint-Simoniens, c'est que il a vécu la Révolution. Et donc, comme la plupart d'entre eux, ils sont post-révolutionnaires, on pourrait dire. Donc, ils cherchent à penser la transformation du système social sans révolution et sans violence. C'est ça la grande différence. Et c'est pour ça aussi qu'ils défendent, et que Saint-Simon défend le droit de propriété, oui. C'est justement pour éviter à nouveau la violence, parce qu'elle se retournerait directement. Oui. Quant à industriel, Saint-Simon a inventé le substantif industriel. Il a pris des significations différentes ensuite. Il a inventé aussi, personne ne le sait, ou peu le savent, le substantif intellectuel qu'on a confié à Zola. C'est lui qui l'invente pour compléter industriel et intellectuel, pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Ce qu'on appelle les Saint-Simoniens ou le Saint-Simonisme, à mon avis, d'une part, n'existe pas vraiment. Ce sont une multitude de personnalités. Il y a eu un moment qu'on pourrait appeler Saint-Simonien entre la mort de Saint-Simon en 1825 et la retraite de Ménilmontant, avec Enfantin en particulier, en 1932. À partir de 1933, il y a un éclatement entre, si vous voulez, deux courants, mais une multitude de personnalités, plutôt un courant de gauche qui avait rédigé la doctrine et un courant libéral. Le courant de gauche, avec Bazard et Carnot, c'est celui qui rédige la doctrine de Saint-Simon. Et c'est dans cette doctrine, qui sont d'abord des conférences publiques en 28-29, qu'est mise en avant, là, effectivement, la question de la propriété sous la forme d'une propriété qui va gérer l'ensemble de la production. Et les Saint-Simoniens, sous l'initiative des Pereire, des frères Pereire, qui seront les grands banquiers du Second Empire et les grands banquiers de Napoléon III, eh bien, ils veulent piloter toute la production nationale. Parce que l'idée centrale, c'est cette idée de coordonner les activités de la production dans le nouveau système. Et dans la doctrine, ils vont assez loin. Et c'est là qu'apparaît, peut-être en 29, la question que Marx et Engels reprendront de la socialisation des moyens de production, puisqu'ils écrivent que la propriété doit être actuelle, foncière, doit être abolie, et que la propriété industrielle doit être organisée et unitaire et confiée à l'État et à une banque centrale. Et voilà l'étatisme. Voilà. Et donc, est-ce que c'est une esquisse de socialisme, voire de communisme, ou est-ce que c'est un capitalisme d'État? On retrouve toujours l'ambiguïté de cet industrialisme saint-simonien qui a ouvert aussi bien la voie au libéralisme, dans laquelle beaucoup de polytechniciens se sont reconnus, qu'à des formes socialistes. Voilà. Bon, eh ben, on est arrivé au bout de cet audio magnifique avec des intervenantes la plupart du temps qui parlent calmement, qui s'expriment super bien. C'est un régal d'écouter ces émissions. Voilà. Ça occupe beaucoup de mes nuits en réalité. Et donc, voilà ce qu'on peut dire de la propriété. Et la propriété, elle finira par appartenir à l'ensemble de l'humanité. Alors pour ça, je vous renvoie à l'écoute des vidéos précédentes où je développe vraiment ça. Alors, évidemment, c'est toutes ces vidéos que je fais, je vois bien qu'elles intéressent très peu de monde. Et j'ai l'impression qu'elles sont destinées vraiment à quelque chose au futur. Je ne sais pas pourquoi. Comme si je travaillais là, parfois, hein, pas tout le temps, mais parfois, comme si je travaillais pour le futur, pour un futur... quand les choses seront réglées et qu'on pourra dire, bon, ben, il y a peut-être des idées intéressantes à prendre à partir de ces visions-là. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur des choses qui, des fois, intéressent pas. Bon, là, par contre, ces émissions, elles sont super intéressantes. Mais bon, les vidéos que je fais qui finissent par s'étirer dans le temps, faire 40 minutes, 30 minutes, c'est indigeste. Voilà, on n'a plus le temps d'écouter
des vidéos comme ça. Ça, c'est valable si on fait Paris-Lyon en charrette. Alors oui, il n'y en a plus beaucoup qui font ça. Donc, on n'a vraiment plus le temps d'écouter tout ça. Donc, ça doit... Voilà, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais à mon avis, il y a un sens à tout ça. On verra. Voilà, en tout cas, je vous dis merci de votre écoute, malgré tout. Et puis, à très bientôt. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces, des choses comme ça. De vous abonner à la chaîne, d'en parler si vous trouvez ça pertinent. À bientôt.